bienvenue sur Hélène's Universe. Je m'appelle Immaculata Hélène Surien et ici je vous présente de la littérature. Je vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne, même si je lis plein d'autres choses évidemment. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter donc mon bilan de lecture du mois d'avril, avril 2023. Donc avril c'est un mois particulier pour moi notamment et c'est avec grand plaisir que j'ai eu la chance de prolonger mes lectures entre guillemets, c'est-à-dire des choses que j'avais commencé et que je voulais terminer, que j'ai pu terminer, et puis d'autres choses que j'ai eu la chance de découvrir. Alors, je vais prendre mon boulette, on va dire, entre guillemets, mon journal de lecture. Donc au cours du mois d'avril, j'ai eu la chance de lire 9 ouvrages. Je vous ferai un petit bilan vers la fin avec le nombre de pages, les genres et pas mal de choses. Et puis je vais vous montrer les ouvrages que j'ai toujours en ma possession et les ouvrages que j'ai dû rendre. Je vous montrerai une image éventuellement. Alors, premier livre que j'ai eu la chance de lire, c'est pas dans l'ordre de lecture. Donc on va y aller comme ça. Donc j'ai eu la chance de lire Littérature haïtienne, urgence d'écrire, rêve d'habiter, leçon inaugurale du Collège de France aux éditions Fayard de Yannick Lahens. Donc c'est un petit document qui se présente comme ceci, qui est sorti en 2019 il me semble. Je vous mettrai le vlog où je participais au cours de Yannick Lahens au Collège de France. C'était très intéressant, ça nous parlait en général de la littérature haïtienne, une brève histoire de la littérature haïtienne, si on peut dire ça comme cela, et puis c'était l'occasion aussi de voir autre chose, d'autres auteurs du monde, etc. Pourquoi j'ai relu ça? Parce que j'avais besoin de me plonger dans tout ce qu'on appelle urgence d'écrire et surtout habiter, le mot habiter. Donc c'est pour ça que j'ai été lire ça. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai feuilleté pas mal de choses. J'ai écrit aussi ou surligné pas mal de choses aussi, des auteurs que je dois lire, notamment de la littérature haïtienne, ou des choses aussi dont elle ne parlait pas, que moi j'ai été chercher de mon côté. Donc voilà, c'était un peu pour refaire ce cours aussi dans ma tête, avoir des souvenirs. J'avais pris des notes évidemment. C'est un projet aussi que j'ai de revoir mes notes, de revenir sur certaines choses. Je recommande, si vous ne connaissez pas la littérature haïtienne, c'est une bonne comment dire, entrée dans la littérature haïtienne également. De connaître aussi un peu l'expérience de l'autrice. Donc voilà. Et aussi, vous pouvez aller écouter cette leçon inaugurale qui est disponible, je crois, également sur YouTube, mais aussi sur le site du Collège de France. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de lire dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Tropisme Éditions. Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi. C'est un roman donc de Eliana Alves Cruz. Donc c'est un roman qui parle d'esclavage, de colonisation et aussi de genre, notamment la transidentité. Donc il y aura un article sur le blog évidemment, et il y aura aussi un petit billet sur Instagram si tout va bien normalement. Ce sera publié peut-être lorsque vous verrez ça, ce sera déjà publié, je vous mettrai le lien. Alors c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce n'était pas un coup de cœur finalement jusqu'au bout, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire d'une personne qui est née avec un sexe masculin mais qui s'est toujours sentie plutôt féminin. Donc cette personne habitait déjà en Afrique et ensuite elle a changé de nom plusieurs fois pour devenir enfin Victoria, donc victorieuse. Et on la retrouve au Brésil après avoir été ballottée dans la cale d'un bateau négrier jusqu'au Brésil. Et arrivé au Brésil, on est dans les années 1730, 1750, je sais plus trop, mais on est au XVIIIe siècle et à ce moment-là, il y a deux familles très importantes donc au Brésil qui a une sorte de mainmise sur les affaires au Brésil. Et on va suivre cette famille qui, en général, ont des contrats ensemble, donc se marient ensemble, etc. Et en fait, cette année, un inquisiteur va venir, donc un monsieur qui vient du Portugal, en tout cas d'Europe,
qui va venir pour voir si tout se passe bien dans ces familles et notamment dans les affaires de cette famille. À ce moment précis, pardon, on va découvrir, donc quelqu'un va menacer un jeune homme de la famille, l'une des familles, pour lui dire qu'on sait que tu as un secret et qu'il voit en fait Victoria, qui est cette personne dite transgenre, donc qui a changé d'identité pour des gens d'identité sexuelle en tout cas. Pour moi, elle s'est toujours sentie comme ça, donc pour moi c'est totalement son identité, même si les autres ne reconnaissaient pas son identité. Et à ce moment-là aussi, parmi cette famille, je vous donnerai les noms après, j'ai pas envie de tout vous dire, on verra. Parmi ces deux familles aussi, on remarque qu'ils ne sont pas vraiment de la même religion, qui est en tout cas qui devrait être la religion majoritaire, on va dire. Donc il y a des menaces des deux côtés et on a envie de savoir ce qui va se passer. Est-ce que l'inquisiteur va trouver la faille, etc., etc. Et plein d'autres choses vont se passer, notamment du côté des personnes qui sont mises en esclavage, parce que là on utilise bien le mot esclavisé, comme un peu en anglais, tandis qu'en général on dit que ces personnes sont esclaves, mais c'est juste un statut qui leur a été donné par une autre personne qui n'est pas leur première nature, identité ou statut tout simplement. C'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé. Je trouvais que c'était une très belle histoire d'amour avec beaucoup de religieux, de réalisme, on peut dire entre guillemets magique quand même, de magico-religieux. Je trouve que c'est plus du magico-religieux. Et puis j'ai aimé la présence des saints aussi. Un rapport qu'il y a avec deux saints très présents au Brésil qui viennent d'Éthiopie. C'était vraiment très intéressant. J'ai aimé comment tout a été abordé, presque tout en tout cas. Et j'ai aimé la poésie aussi parce que l'autrice, c'est une autrice qui mêle souvent la poésie. Elle fait un travail aussi très important. Elle va se documenter beaucoup pour écrire ses romans ou ses écrits de manière générale. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas plus entendu parler d'elle avant en France. Donc c'est vraiment un roman qui se passe au Brésil, un roman brésilien que moi j'ai beaucoup apprécié. Et je parlais du Brésil l'année dernière et il n'y a pas très longtemps, je crois, dans l'une de mes vidéos. Et j'ai hâte de continuer mes lectures sur le Brésil parce que c'était sur la vidéo du carnaval où je parlais du Brésil. Et j'en avais parlé l'année dernière parce que je faisais un post chaque jour au mois d'avril. Et j'avais présenté un livre, je pense que c'était un classique de la littérature brésilienne qui s'appelle Le Pays du Carnaval, il me semble. Et voilà. J'ai vraiment hâte de continuer mon aventure au Brésil. Je ne parle pas portugais malheureusement, j'aurais aimé parler portugais pour comprendre les nuances dans les traductions, dans les mots utilisés. Mais j'ai adoré et puis j'ai trouvé beaucoup de similitudes aussi, notamment dans la Caraïbe. Ce qui ne m'étonne pas également et je suis sûre que des personnes aussi afro en général, pas que africaines, mais afro vont trouver des similitudes dans cet ouvrage. Et j'aime beaucoup la première de couverture. J'ai trouvé ça très beau et j'ai beaucoup aimé Victoria. Elle vit bien sa vie malgré tout ce qu'on a pu dire d'elle, etc. Et la fin était très belle, vraiment très belle. La fin était merveilleuse pour moi. Donc on peut parler un peu de réalisme magique et même peut-être merveilleux. Je continue avec un auteur que je voulais absolument lire parce que je cherchais une citation sur l'écriture, pourquoi écrire, comment légitimer son écriture. Et je suis tombée sur une citation de Murakami, donc Haruki Murakami, et j'ai été lire un ouvrage, j'en ai pris deux, mais ça c'était le plus court, donc c'était Birthday Girl, et ça allait avec le mois d'avril. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui a une vingtaine d'années, je crois, et elle doit fêter son anniversaire. Elle travaille dans un restaurant et ce jour-là, normalement, elle n'est pas censée travailler parce que c'est une collègue qui prend le relais. Elle ne pense pas vraiment fêter son anniversaire, mais elle n'était pas censée travailler. Au dernier moment, sa collègue est malheureusement
malade, il me semble, et du coup, elle est censée prendre le relais. Donc, elle va travailler. Et ce jour-là, je crois qu'il pleut énormément. Il y a très peu de monde au final au restaurant. Mais il y a un rituel qui se fait tous les jours. C'est que le gérant, donc pas le propriétaire, mais le gérant apporte le repas au propriétaire qui se trouve dans une chambre plus haut. Et ce jour-là, le gérant tombe malade et demande à la jeune fille d'aller donc apporter son repas au propriétaire. Arrivée donc devant la porte, elle frappe et elle délivre, entre guillemets, elle donne le repas au propriétaire. Et là, d'habitude, donc, normalement, personne ne parle à ce propriétaire, etc. On ne le connaît pas trop vraiment, etc. Mais là, il demande d'entrer et il va avoir quelque chose qui va se passer. Et j'ai pas envie de tout vous dire, mais en fait, j'ai trouvé ça très intriguant. J'ai réfléchi encore et je sais pas trop quoi penser, mais je pense que c'est un peu un roman slash une nouvelle slash conte qui nous permet de réfléchir en fait. Sur notre vie, est-ce qu'on a réalisé, voilà, est-ce qu'on a réussi notre vie ou réussi dans la vie aussi. J'ai trouvé ça très intéressant et il y a une affaire de vœux, sans vouloir déflorer l'histoire, mais il y a une affaire de vœux et comme on dit souvent, de entre guillemets être très intentionnel dans ce qu'on demande dans la vie. Donc voilà, ce n'est pas un ouvrage que je pense que j'ai aimé, mais ça fait réfléchir. Voilà, il y a des illustrations, donc c'est quelque chose qui a été illustré par une illustratrice très connue. Alors, j'ai pas trouvé ça exceptionnel de mon côté. Je connais pas, j'ai pas vu tout le travail de cette dame, mais à voir. À voir, j'ai pas trouvé ça, voilà, exceptionnel, mais ça reste dans l'univers pour moi, avec notamment les couleurs, la volonté de reproduire peut-être la féerie ou oui, quelque chose comme ça. Donc si vous l'avez lu et que vous avez eu un bon retour ou pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé éventuellement. Et puis je voulais lire un autre Murakami que j'ai emprunté, je ne sais pas si je vais le lire, mais ça parlait du tremblement de terre qu'il y avait eu en 1996, il me semble, à Tokyo. À voir. J'ai donc ensuite continué avec l'Odyssée d'Hakim. Donc là, c'est le 3e tome parce que j'ai rendu les 2 premiers que j'ai lus également. Donc ici, on part avec un personnage donc, qui se prénomme Hakim. En fait, l'auteur Fabien Toulmé est donc bédéiste. Et en fait, un jour, il regarde la télé et il voit qu'un avion, je crois allemand, s'est crashé en Europe. Je crois que c'est vers l'Italie, la France, quelque chose comme ça. Et il voit comment ça va émouvoir pas mal de personnes. Et il y avait environ 150 personnes dans cet avion. Et tout le monde trouve que c'est horrible, etc. Parce que les personnes en Europe arrivent à s'identifier à ces personnes qui ont pris l'avion. Tandis que pendant ce même flash, pendant l'info, en fait, les actualités, l'actualité et tout, on parle d'une plus grande quantité de migrants qui sont en train de se débattre en fait en mer. Et ça passe très vite à la télé, personne ne parle de ces gens, on ne connaît même pas leur nom, rien du tout, voilà. Ça passe un peu comme un fait divers quelconque. Et il se dit, mais pourquoi on arrive à s'identifier à ces personnes qui sont qui sont dans l'avion et qui sont crashées, il y a moins de personnes, et tandis que pour les personnes qui vont chercher un avenir meilleur ailleurs, on est complètement parfois stoïque. Donc il va faire ses recherches, il va trouver quelqu'un, donc un migrant, un réfugié, qui va vouloir raconter son histoire, et il tombe sur Hakim. C'est pas son vrai nom, etc. Mais on va utiliser ce nom pour aussi protéger l'identité de ces personnes. Et en fait, Hakim nous raconte son histoire donc de la Turquie jusqu'à la France. Non, pardon, de la Syrie jusqu'à la France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les 3 tomes, il y a différents passages en fait. Donc j'ai écrit tout ça.
Donc dans le tome 1, c'est de la Syrie à la Turquie. Donc Hakim était un jeune homme qui avait un travail et tout, qui avait un appartement. Il attendait juste de trouver la femme de sa vie pour se marier. Et un jour, des manifestations donc, vont commencer contre un peu les injustices dans le pays. Et là, tout va partir de là. L'insécurité va commencer à régner. Plein de choses vont se passer. Et là, il va se retrouver donc dans l'obligation de partir pour un autre pays. Je ne vais pas tout vous dire parce que je vais vous laisser aller découvrir tout ça. Et il va passer dans plusieurs pays. Donc, de la Syrie, je crois qu'il va aller au Liban aussi, en Jordanie. Et ensuite, il va passer à la Turquie. Donc ça, c'est le tome 1. Ensuite, dans le tome 2, donc de la Turquie, il va aller jusqu'en Grèce. Et à partir de là, donc, il va raconter aussi sa vie, où il va se déplacer à chaque fois pour aller trouver meilleur, pour trouver un meilleur avenir, pour pouvoir vivre et malheureusement quitter sa famille et pas mal de choses, parce que lui aussi il a subi pas mal de choses, il a été emprisonné à tort aussi, pas mal de choses. Et puis le troisième tome que j'ai encore, qui est donc de la Macédoine à la France, où il va devoir quitter vraiment ces pays-là parce que finalement il a une femme, il a un enfant, son beau-père l'aide beaucoup, mais eux aussi ils veulent pas trop rester parce qu'il faut savoir que, donc c'est quelque chose que j'aimerais aborder, mais la haine qu'il y a envers les entre guillemets réfugiés ou migrants, donc les personnes qui vont chercher un avenir meilleur, quand il y a une forte population dans un pays, la haine va monter parce qu'on va penser qu'il y a trop entre guillemets d'étrangers, il y a trop de Syriens dans son cas, il y a trop de personnes qui viennent de pays où trop de personnes qui veulent juste passer. Enfin voilà. Donc à cause de tout cela aussi, il a du mal à trouver du travail, du mal à s'installer, du mal à vivre. Donc il va décider de partir donc, avec son enfant, un petit garçon qu'il a eu avec sa femme, qui va elle déjà se retrouver en France avec ses parents. Et il va passer ce périple avec ce petit enfant sur un bateau, ensuite en prenant le bus, en marchant aussi, dans le froid, dans la nuit. Et enfin quand il va arriver en France, où il va devoir prendre le train pour arriver donc, dans la ville où se trouve sa famille, notamment sa femme et ses beaux-parents, il va remarquer que leur corps, donc son corps a lieu, le corps de son petit, ben, leurs corps ont vraiment souffert en fait de cette expérience, tandis qu'ils n'avaient pas remarqué, ils voulaient juste avancer. C'était très touchant, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Je lis beaucoup de choses sur les réfugiés ces temps-ci parce que je parlais d'exil, mais c'est une façon aussi de voir l'exil. Et être réfugié, c'est vraiment un statut qu'on nous donne quand on arrive dans un pays. Et on comprend pas mal de choses, qu'il faut s'enregistrer dans certains pays, il faut être d'accord aussi pour aller d'un pays à un autre. Il faut aussi parfois passer par des camps. Et tout ça. J'ai trouvé ça très, comment on dit, il y avait beaucoup d'informations, c'était quand même didactique. Je sais pas comment vivent ces personnes aujourd'hui, mais apparemment ils ont un appartement, ils essayent de joindre les deux bouts en France. En tout cas, c'était intéressant d'avoir aussi ce point de vue. Comme je vous disais, tout le monde ne part pas pour les mêmes, raisons. Et en fonction des pays, en fonction de notre nationalité, en fonction de pas mal de choses, ça se passe pas forcément de la même façon pour tout le monde. Et ça peut aller plus loin également, en fonction de notre religion, de notre couleur de peau, etc. On peut être embrigadé dans pas mal de choses. Mais je recommande ces 3 tomes. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et comme je vous disais, je lis ça suite à l'Arabe du futur que je suis censée terminer, j'espère, au mois de mai. Ensuite, donc pour continuer mon aventure sur le statut de réfugié, etc., j'ai trouvé donc une bande dessinée aux éditions La Grume
au pays des leftos de Paula Bouling. Ici, on est en Allemagne. Alors, j'avais pas prévu d'aller voir le statut des réfugiés ailleurs. Je voulais comprendre déjà comment ça se passe en France. Mais je suis tombée sur cette bande dessinée et pourquoi pas. Alors, c'est une version très, je trouve, simple, de couleur plutôt noir et blanche, sépia. En tout cas, devant, c'est un petit peu sépia. Donc là, on est dans le land de Saxe-Anhalt. Je ne sais pas comment on dit. Je vous mettrai le nom. Et ici, on nous explique comment certains réfugiés sont traités, notamment dans les camps. Alors ici, on est avec plusieurs personnages, mais c'est surtout une femme, une Allemande, qui décide d'aller dans un bar et de rencontrer des réfugiés et par la suite aussi de faire des dessins, voilà, de vouloir raconter un peu la vie des réfugiés et comment ils vivent au quotidien. Donc là, on va se retrouver dans un camp avec pas mal de réfugiés qui viennent principalement d'Afrique, je dirais. Oui, de Sierra Leone et pas mal d'autres choses. Et on a d'autres langues aussi qui sont écrites, que je ne connais pas, qui n'ont pas été traduites. Ça aussi, c'était un choix. Et on nous explique aussi comment des incidents racistes peuvent arriver et comment on n'arrive pas à les connecter ou on fait passer ça comme des faits divers tellement, voilà, sans importance. Et comment la haine grandit, pourquoi la haine grandit aussi dans les pays où on considère qu'il y a peut-être trop d'étrangers. C'était intéressant d'avoir ce point de vue. Moi, je ne savais rien ou presque rien des réfugiés en Allemagne, en tout cas dans cette partie en tout cas. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir comment ces personnes aussi manifestaient pour leurs droits et pas mal d'autres choses. Et il y a un incident qui est tellement triste. Vraiment, quelqu'un se retrouve brûlé et il va finir, je crois, par s'en aller comme ça. Et comment ces personnes arrivent à vivre aussi, à aller danser, où ils sont aussi dans des camps vraiment reculés aussi, où ils ont des tickets comme des rations pour manger, pas mal de choses, tous ces traitements qu'on pense qui existent qu'ailleurs et peut-être pas dans les pays dits riches ou occidentaux, et en vrai c'est peut-être à côté de nous, plus proche de nous qu'on ne le pense. Donc voilà, c'était pour moi une façon d'aller voir comment les immigrés, comme on dit, sans papier, comme on dit, peuvent vivre dans des sociétés qui revendiquent, qui sont pour les droits de l'homme et pas mal d'autres choses. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de lire donc un album jeunesse qui s'appelle donc Henri et la liberté, une histoire vraie d'Hélène Levigne et de Kadir Nelson. Toujours, alors c'est aux éditions, les éditions des éléphants en partenariat avec Amnesty International. Donc, ça se présente comme ceci. C'est l'histoire d'Henry Brown, donc Henry Box Brown, que j'avais rencontré. Où? J'avais rencontré quand je lisais Freedom, l'incroyable histoire de l'Underground Railroad. Et en fait, c'était ce jeune monsieur qui s'était envoyé comme un colis, en fait, il s'était mis dans une boîte pour échapper à l'esclavage. C'était vraiment très intéressant d'avoir un petit aperçu sur l'histoire d'Henry Brown, qui est une histoire vraie. Je pense que c'est une façon d'aborder la chose de façon bien moins complexe, on va dire. Et aussi, je sais pas comment avoir selon les enfants. Voilà, ça peut avoir un impact sur certains enfants, je pense. Mais voilà, à voir comment votre enfant se sent face à ces histoires et en discuter avec l'enfant pour savoir comment ça va aussi l'atteindre ou pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant et j'ai aimé les illustrations que je trouve pas mal du tout. Je vais vous montrer ça par exemple. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a très peu de texte, il n'y a pas beaucoup de texte. Très peu de texte. Mais ça reste toujours une histoire sur l'esclavage. On est aux États-Unis.
et tous les mauvais traitements qu'il peut y avoir aussi à cause de l'esclavage et pas mal d'autres choses. Donc voilà. Et enfin, j'ai voulu lire donc un recueil de poèmes, donc qui était le recueil poème de Lisette Lombé qui s'appelait donc Brûler, 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 qui s'appelle Brûler, brûler, brûler. Alors c'est un recueil que j'ai découvert vraiment cette année. Je l'avais vu passer en librairie quand il était sorti. J'ai entendu pas mal de bons retours en général. Moi j'ai trouvé que c'était un recueil qui avait beaucoup de colère. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi je pense que parfois pour écrire faut mettre sa colère de côté, mais je pense que ça peut être un moteur pour certaines personnes pour écrire. Ça, je l'ai complètement compris. Mais pour moi, je pense que c'est pas ce qui va pour moi. Je ne veux pas écrire avec de la colère ou autre, mais travailler sur ma colère d'abord, même pour être militante ou autre, travailler sur ma colère d'abord et aller pour d'autres raisons. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de colère dans ce recueil de poèmes. C'est pas mon recueil de poèmes favori. En revanche, je crois que j'ai aimé 3 poèmes que j'ai trouvé vraiment très bien écrits avec un fond très intéressant. J'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé une très belle tournure aussi de phrases dans l'un des poèmes que j'ai trouvé très intéressant. Je n'ai pas lu autre chose de l'autrice, je vais peut-être me lancer mais pas dans l'immédiat. Donc voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai lu. Donc comme je vous disais, je vais vous faire un petit point. J'ai lu donc 9 ouvrages pour le mois d'avril. J'ai lu environ 1600 pages, peut-être plus, parce que j'ai lu d'autres livres que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Je compte pas forcément ces pages. Donc dans ces 9 ouvrages, j'ai lu 4 bandes dessinées ou encore romans graphiques. Donc c'est Au pays des lève-tôt et les 3 tomes de l'Odyssée d'Hakim. Ensuite, j'ai lu 2 romans dont une nouveauté. Donc, premier roman, c'était Birthday Girl de Murakami. Et ensuite, la nouveauté, donc c'était Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi d'Eliana Alves Cruz. J'ai lu un recueil de poèmes donc de Lisette Lombé qui est Brûler, brûler, brûler. Et non, pas et enfin un album jeunesse donc qui était donc Henri et la liberté, une histoire vraie. Et enfin un document slash essai qui est donc la leçon inaugurale de Yannick Lance. Je suis plutôt contente de ces lectures de ce mois. J'ai eu vraiment de bonnes lectures avec l'Odyssée d'Hakim, Au pays des lève-tôt et surtout le roman d'Eliana Alves Cruz. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis les autres, c'était... Ah, la leçon inaugurale aussi, c'était pas mal, l'histoire haïtienne. Et après, les autres, c'était bon, en demi-teinte. Mais c'était pas de mauvaises choses parce que j'ai pu découvrir la plume de ces auteurs ou de ces autrices. Alors, j'ai oublié de dire combien d'auteurs et d'autrices que j'ai eu la chance de lire. Donc j'ai lu 5 autrices et 2 auteurs, ce qui est pas plus mal, mais ça fait plus si je compte que pour Fabien Toulmé, j'ai lu 3 tomes, mais en vrai c'est la même personne, donc voilà. Je n'essaie pas de lire plus de femmes que d'hommes, mais j'essaie d'alterner quand même. Donc voilà, je suis plutôt contente et puis je verrai si je fais encore plus de détails lors de mes bilans de lecture. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu au cours du mois d'avril. Si vous avez lu l'un de ces ouvrages, qu'est-ce que vous me recommandez éventuellement sur les thèmes que j'ai pu lire et que j'aimerais approfondir comme tout ce qui est immigration, sans-papiers, réfugiés, pas mal d'autres choses. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager parce que ça m'aide beaucoup. De me laisser aussi un petit pouce bleu, un like, quoi. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas qu'en ce moment, nous lisons donc pour mon book club Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert. Et puis, on se retrouve au mois de juin pour discuter. Ce sera probablement un live,
parce que je pense que ce sera plus approprié par rapport à ce que je vois en ce moment. On verra, j'aurai l'occasion de vous en dire. N'oubliez pas aussi de vous en dire davantage. N'oubliez pas aussi de vous abonner donc à mes autres plateformes. Et puis voilà, moi je vais commencer ma lecture sous peu. J'ai un peu attendu pour cela parce que je lisais d'autres choses. J'aurai l'occasion de vous en parler. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse. Bisous.